j'étais désireuse de faire des choses, mais je ne savais pas quoi exactement. Je savais juste que je voulais aider et être utile. L'engagement, il doit être diversifié. Il y a l'engagement citoyen, il y a l'engagement syndical, il y a l'engagement politique, il y a l'engagement idéologique. L'engagement est comment dirais-je, c'est une responsabilité, c'est un choix, c'est une sincérité par rapport à soi-même. C'est quelqu'un qui croit en quelque chose et qui se bat du fond de ses tripes pour la réussite de cette cause. Ce qui nous réunit, c'est la solidarité avec telle ou telle population. On a appris aussi en France qu'il y a des droits, qu'il faut les défendre. On a appris en France qu'il y a des lois qui régissent les liens entre les citoyens. L'objectif premier, c'est les droits humains avec toute sa globalité au niveau des droits économiques et sociaux. C'est aussi une façon pour moi de mettre en avant les talents de la diaspora, de mettre en avant les belles initiatives, les belles personnes de notre communauté maghrébine. Cette richesse qu'on a dans notre pays, là sur notre terrain, on peut l'utiliser pour rayonner sur le monde et montrer l'exemple. Aussi, donc, cette aspiration à la liberté, à la démocratie, à une vie meilleure. Je suis arrivé à Paris le 24 septembre 1971. Et là, j'ai commencé à travailler, je suis venu pour ça. Il y avait des boulots, il y avait des travails. Ils ne demandaient pas les papiers, ils ne demandaient rien. Je travaillais, je faisais le ménage, j'ai lavé les assiettes dans un restaurant. Et jusqu'au jour où j'apprends que le président de la République française dit que les gens qui sont comme moi, là, on ne peut pas leur donner les papiers. On s'est réunis à plusieurs, on était 56 Tunisiens. Et on a décidé de faire la grève de la faim pour avoir nos papiers. Ça a duré 29 jours et on a obtenu nos papiers. Ma partie militante, elle est née là. Nous, on avait refusé d'arrêter la grève tant que tout le monde qui est dans la même situation que nous n'a pas ses papiers. Et au bout de 29e jour, on a obtenu la régularisation de tout le monde. Et il y a eu 129 000 personnes qui ont eu leurs papiers. Je suis arrivé le 7 juillet 1971 dans l'objectif de faire des études. Déjà, en 1970, je commençais à m'intéresser à la situation politique en Tunisie. Le début de mon engagement a été en février 1972, suite aux événements qu'a connus la faculté en Tunisie, les mouvements de grève, les manifestations. En tant qu'étudiant, on s'est réunis, le groupe de Tunisiens qui était assez nombreux. Donc on se retrouvait et on s'est dit, quand même, il faut qu'on fasse une action qui montre notre solidarité et notre soutien au mouvement qui se déroule en Tunisie. Mon engagement a commencé essentiellement quand je suis venu en France. Au départ, à Paris 8, avec les étudiants étrangers, les inscriptions des étudiants, les problèmes des étudiants étrangers. Et puis par la suite, ça a débordé sur la question des migrations d'une façon générale. J'ai pris connaissance de l'organisation après de l'Union des travailleurs immigrés tunisiens. J'ai intégré l'association de l'époque. Elle n'était même pas légale parce qu'à l'époque, dans les années 70, les étrangers n'ont pas le droit de constituer des associations en 1901. L'UTIT, comme d'autres associations de l'immigration de l'époque, ont été légalisées après 81, à partir de 81-82. Beaucoup d'étudiants, en refusant donc l'hégémonie du parti en place et le parti unique, vont constituer des mouvements, on va dire, d'opposition. C'est là où on va découvrir toute l'histoire de l'UGET, l'Union générale des étudiants de Tunisie. J'ai appris que l'UGET a joué un rôle prépondérant pendant la période de lutte pour la libération, contre le protectorat, que l'UGET a été un vivier pour le mouvement nationaliste, mais aussi après pour le nouveau régime qui va s'installer à partir de 1956, et que la section de Paris était
disons, un secteur d'opposition donc au régime en place depuis le début des années 60. L'axe majeur à partir d'avril-mai 1972, c'était la défense de l'organisation donc étudiante. À partir de 1974, j'ai été parmi les personnes qui ont créé la section provisoire de l'UGET à Paris. Et c'est cette section provisoire qui va être quasiment l'élément catalyseur et l'élément moteur des étudiants donc, tunisiens donc, à Paris et au-delà, puisqu'on va aussi voir la naissance de sections provisoires dans certaines villes de province où il y avait beaucoup d'étudiants tunisiens. Et on va aller même au-delà, puisque nous allons créer, donc à partir de 1976, une coordination des sections provisoires de l'étranger, et qui va regrouper des étudiants tunisiens qui étaient à Bruxelles, qui étaient à Bagdad et qui étaient à Damas. Ce qui est bien dans ce temps-là, la jeunesse et tout le monde voulait changer le monde, pas seulement changer la France. C'était juste après mai 68, et on était tous ensemble. Immigrés, français, de toutes races, portugais, espagnols, tout, il y avait tout. Et il n'y avait pas de différence. Quand on se battait pour tout le monde. Alors moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà toute une équipe de gens. Ils ont fait le comité de défense pour le droit des immigrés. On en parlait, qu'il faut qu'on fasse un mouvement de travailleurs immigrés au départ, mais après on a dit MTA parce qu'on était arabes, berbères, tout ça, mais on a appelé MTA. Mais ce qui est bien, c'est que dans le MTA, il y avait des Français, il y avait des Espagnols, il y avait des Portugais. Ce n'est pas le mot qui comptait, c'est ce qu'on fait ensemble. Il a pris de l'ampleur parce qu'en 1973, les Arabes ils ont décidé de nationaliser le pétrole. Il y a eu beaucoup d'assassinats à Paris, à Marseille, en Corse. On a appelé une grève générale à Paris. Déjà pour faire une minute de silence pour tous les gens qui sont morts, pour dire qu'on ne va pas se laisser faire, quoi, pour que les gens parlent de nous. Tout le monde parle de ça. Et ça, le pouvoir public était obligé de réagir parce que le MTA a été comme une traînée de poudre. Ça commence à exister de partout. À Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Bruxelles, en Syrie, partout. À l'époque, l'UTIT fait partie d'un certain nombre d'organisations comme l'Association des Marocains en France, l'Union générale des travailleurs sénégalais en France, les Portugais, les Espagnols, tout ça. On est constitué dans une plateforme qui s'appelle la Maison des travailleurs immigrés, qui était constituée à partir des années 75. Et la Maison des travailleurs immigrés, elle est connue aussi sur un aspect culturel des festivals des travailleurs immigrés qui ont commencé. On a fait 5 festivals, de 75 jusqu'à 82. Où beaucoup de chanteurs par la suite et de musiciens sont devenus célèbres, ont débuté dans ces festivals-là, que ce soit africains, maghrébins, et ainsi de suite. Je suis musicien, compositeur, interprète. Je suis en France depuis 1979. J'ai eu mon bac en Tunisie et je suis venu donc, juste après. J'ai fait mes études, etc. Je suis rentré en Tunisie pour travailler, mais vu donc la situation qui n'était pas propice pour s'exprimer librement, etc., donc j'ai pu résister pendant 8 ans. J'ai enseigné là-bas la musique, le théâtre, et après j'étais obligé de revenir en France. J'ai pas écrit beaucoup de textes, j'ai écrit 2 textes que j'ai composés et comme par hasard, c'était un hommage à des personnages de martyrs. Un personnage, c'est un scieur qui faisait son travail dans la rue en Tunisie et il s'est trouvé dans une manifestation comme ça et il a été atteint par une balle. C'était le 26 janvier 1978. C'était une manifestation des travailleurs, donc organisée par le syndicat IGTT, Union Générale des Travailleurs Tunisiens, pour réclamer justement les droits et donc s'opposer contre le régime donc, en place à l'époque, c'était Bourguiba. Moi, j'ai commencé cet engagement au sein de l'université. Et là, j'ai commencé à prendre conscience. J'ai vu aussi, il y a eu
un groupe qui s'appelle Imaziren, ça veut dire les hommes libres en berbère. Et avec ce groupe-là, on a fait des tournées dans les universités en Tunisie. Et on est venu aussi en France en l'été 79. Et on a fait des tournées aussi ici en France. C'est là où j'ai connu les associations de l'immigration. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à prendre part à ces festivités. Le secrétaire d'État de l'immigration de l'époque essayait de mettre des restrictions pour encadrer un peu l'immigration. C'était la loi Stolleru pour le regroupement familial, surtout des Maghrébins. Et par la suite, les lois liberticides, ça commençait de là. Janvier 78, il y a une grève générale en Tunisie qui a été réprimée par le sang. Et beaucoup de syndicalistes, de responsables syndicaux qui ont été emprisonnés. Donc les Échos ici en France, on a apporté le soutien à la grève générale et par la suite à la dénonciation de la répression en Tunisie. On a constitué par exemple un collectif qui s'appelait Collectif de soutien aux luttes populaires en Tunisie. Pour la Tunisie, donc de toute façon, on avait une seule personne qui représentait l'État, c'est Bourguiba. Il y avait un gouvernement, il y avait un parti. Circuler, il n'y a rien à voir. Il ne faut pas cacher les choses. On savait qu'il y avait des policiers tunisiens qui étaient au sein de l'immigration tunisienne et au sein du mouvement étudiant qui rapportaient tout ce qui se passait et qui faisaient des rapports sur X et Y, etc. Ça ne nous gênait pas de dire qu'on était des opposants, même dans la section étudiante, mais le pouvoir a tout fait pour qu'on aille dans cette radicalité en refusant tout dialogue avec nous. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas reproché? On était donc de toute façon des anarchistes, on était des gens qui étaient donc contre, c'est-à-dire la religion, qui étaient pour la liberté sexuelle, pour la liberté, pour la mixité, etc. C'était une tare. On a eu l'autoritarisme du premier président de la Tunisie indépendante, qui est Bourguiba et son régime. Et on était considérés par lui comme des opposants aussi. On était réprimés, on était poursuivis, on était pourchassés. Par exemple, ici, il y a les amicales qui nous observaient. Les amicales, ce sont des officines du pouvoir qui essayaient de cadrer. Et on était aussi réprimés en Tunisie quand on rentre. Il y a eu entre 78 et 83 la lutte des foyers Sanokatra. Et des résidents qui n'avaient aucun droit, qui étaient fliqués, qui étaient observés, qui étaient encadrés par des règlements intérieurs qui se rapportent plus de la police que d'autres choses. Hein. J'ai toujours cru que la musique a un rôle, a une fonction, que l'art en général. En fait, l'art engagé, c'est l'engagement de l'artiste vis-à-vis de ce qui se passe dans son pays ou bien dans le monde. Cette différence entre un art bourgeois, si vous voulez, entre guillemets, hein, et un art qui se veut aussi lié à l'aspiration des peuples, de la personne, de la liberté, de l'opposition contre l'injustice, contre la répression, et toute forme aussi donc d'exploitation et d'oppression. Il y avait cet élan de revendication important et la fête, elle est là. Donc pour exprimer tout ça dans la joie et dans l'amitié, etc., on utilise la musique, on utilise la poésie. Le mouvement de l'immigration, il a changé de nature aussi, et les revendications aussi, ça évolue. Pour les années 70, c'est le droit des résidents dans les foyers, donc jusqu'aux années 80, c'était essentiellement des migrants célibataires. Par la suite, quand sont devenus des familles dans les cités, donc avoir un logement décent. Par la suite, avec les enfants, les écoles, et les revendications pour les écoles. Le débat sur la question de la citoyenneté et la place de ces populations-là en France et surtout de leurs enfants. La jeunesse qui intervient à partir de 1981
81, 83, la marche des jeunes, des manguettes, et puis la deuxième marche, des mobilettes, et puis la troisième marche qu'on a organisée nous, et les luttes, toutes les luttes des années 80 et 90, donc par la suite, donc, pour les droits des migrants. La situation a complètement changé. C'est que l'élan qui a marqué les années 70 au sein du mouvement étudiant a commencé donc à baisser à partir de 76-77 avec tous les coups qu'il y a eu, donc c'est-à-dire les arrestations, les pressions, mais aussi le résultat, je dirais, d'une orientation, de mon point de vue, un peu extrémiste, et puis surtout par l'émergence d'autres forces. C'est les étudiants islamistes qui vont commencer donc à apparaître à partir des années 75-76 et qui, même dans les premiers mouvements, ont été encouragés même par le pouvoir en place. On voulait que les musulmans, comme tous les autres, puissent avoir le droit d'exercer leur religion, qu'on arrête l'islam des caves et que les musulmans puissent avoir leur mosquée, que l'État les aide à trouver les moyens pour bâtir leur mosquée dans toute légalité et transparence. Il y a toute une tendance qui existe jusqu'à aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les laïcars en quelque sorte. Au nom de la laïcité, ils voulaient tout interdire et ça commençait à se manifester à l'époque. Surtout avec l'affaire de Creil de 1989, la question du voile, là, des 3 filles voilées. C'est la première fois qu'on voit une manifestation islamiste, musulmane, de cela. On a dans notre histoire acquis des droits. N'oublions pas que grâce à Bourguiba, la Tunisie a été précurseur en termes de droits des femmes, droit de vote et pas mal de droits. Donc aujourd'hui, la femme tunisienne, elle a cet héritage qui est important, qui est une faveur, on va dire, par rapport à d'autres pays du monde arabe. Donc elle milite pour le garder. Moi, à travers les femmes tunisiennes que je vois actives et dynamiques et engagées, je pense que la femme tunisienne, elle est déjà très affirmée, elle est combative. Elle est active, brillante et elle est investie dans plein de domaines, entrepreneurial, artistique. Donc moi, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est continuez à vous battre, continuons à nous battre pour nos droits, pour maintenir nos droits. Nous avons évolué, le titre devient Fédération des Tunisiens citoyens des 2 rives. Nous avons des droits là-bas et ici, nous sommes de là-bas et d'ici. Et nous voulons être citoyens là-bas comme ici. Les frontières, ça ne veut rien dire pour nous et la nationalité, ça ne veut rien dire pour nous. À partir de 2000, il y a eu pas mal d'activités, essentiellement sur Internet, jusqu'à la Révolution, jusqu'à 2011. Il n'y avait pas encore ni Facebook, ni réseaux sociaux. Donc il y avait la montée de certains sites. La plupart des publications sur ces sites et ces blogs étaient essentiellement des revendications, soit des communiqués par rapport aux arrestations qui ont eu lieu en Tunisie, soit des prises de position de certains militants par rapport à ce qui se passait en Tunisie. Il y avait des écrivains, des militants politiques, il y avait aussi des poètes. Le plus connu, bien sûr, c'est le site tunisine, tunisnews.net, réveiltunisien.org, nawet.org aussi, qui existe jusqu'à maintenant. Les autres sites ont été arrêtés. Systématiquement, la police de Ben Ali identifiait très rapidement, parfois ça peut durer en 24 heures, en fait, le site est identifié, il est bloqué. En Tunisie, c'est parfois, coup de chance, le site peut aller jusqu'à 2-3 mois. On va commencer par notre premier invité que nous accueillons avec un grand plaisir sur le plateau de l'émission Radio Tiziri. Il s'agit de M. Faisal Ben Abdallah, qui est président de la fédération FTCR, basée à Paris 19e. Bonsoir, M. Faisal Ben Abdallah. Bonsoir, Sandra. De plus en plus, le régime de Ben Ali augmentait sa pression sur tout ce qui est militantisme ou sur tous les opposants politiques. Je pense que Facebook, les réseaux sociaux, essentiellement Facebook, à plus de 80%, c'est un catalyseur pour la révolution qui s'est passée en 2010. En 2010, surtout à partir de décembre, donc, il y avait une ébullition sociale donc, dans beaucoup de régions donc, en Tunisie, et surtout dans les régions de Sidi Bouzid, de Kasserine, etc. Et là, effectivement,
il fallait se mobiliser donc ici. En plus des militants, on va dire, de ma génération qui étaient enchantés des mouvements populaires qui se manifestaient, on a été enchantés aussi par la mobilisation des jeunes. C'était la période où j'allais découvrir Facebook et tout l'effort qui était fait par les jeunes pour parler des mobilisations, des efforts, etc. Il y a une telle effervescence et tellement de dynamisme dans la diaspora tunisienne, justement pour se structurer à travers des groupes et des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de groupes qui existent pour la diaspora tunisienne. Et en fait, les gens vont aller tout de suite sur les groupes parce que justement, ils savent que la communauté est très active. Et il y aura toujours des personnes pour leur répondre, pour les aider, pour les aiguiller. Pareil pour le travail associatif. Les gens qui sont en difficulté ou en détresse publient dans les groupes. Et il y a les associations de Tunisiens ou les bénévoles qui leur répondent en leur disant vous pouvez contacter telle personne ou contactez-moi, on va vous aider. Actuellement, les activités ou les actions de la FDCR, c'est à la fois, il y a les droits de l'homme, mais il y a aussi tout ce qui concerne la politique de la vie, la citoyenneté et la culture, avec des permanences juridiques, avec un accès en fait pour faciliter les tâches administratives pour les citoyens, des activités d'ateliers sociolinguistiques pour les migrants, pour faciliter leur intégration. Et depuis des années, avec certains membres, on est aussi mobilisé sur J'y suis, j'y vote, le droit de vote des étrangers. Younga Solidaire, donc c'est une association de la diaspora tunisienne en France et en Tunisie. C'est créé en 2011, juste après la Révolution en France, et en 2012, une filiale en Tunisie. Les actions, les activités faites étaient plus sur l'éducation, l'économie sociale et solidaire, sur la solidarité internationale, sur le développement durable. Donc comment la diaspora tunisienne peut mobiliser les ressortissants tunisiens d'une certaine région et à travailler en harmonie, en collaboration avec les collectivités locales sur place là-bas. Le mouvement Nada, quand il est sorti victorieux des premières élections, ça a fait beaucoup de déception chez les Tunisiens ici en France, qui ont soutenu la révolution, qui ont soutenu les aspirations et les valeurs de la révolution. En ce moment, je suis l'animateur d'un collectif qui s'est créé pour soutenir le mouvement de la jeunesse qui se révolte en Tunisie, qui reviennent à la case départ dans leurs revendications pour la dignité, pour le travail, pour l'égalité, pour la justice et pour les libertés aussi. On a continué la mobilisation en 2012-2013 en créant la CAIT, la coordination des associations de l'immigration tunisienne à l'étranger. Dans le cadre de ce collectif, nous allons être confrontés à l'épidémie du Covid-19 et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait quand même bouger. Il y avait d'autres associations qui ont lancé des collectes sur Internet. C'était par exemple tout ce qui est association de compétences tunisiennes des ingénieurs, des élèves des grandes écoles. On avait aussi des associations qui étaient spécialisées par exemple au niveau médical, au niveau de la petite enfance, qui menaient des actions identiques aux nôtres. Donc on a regroupé l'ensemble des initiatives sous un cadre global, Solidarité Tunisie. On n'est pas tous dans la même, c'est-à-dire orientation politique, idéologique. On est différents. Mais par contre, ce qui nous réunit, c'est une volonté commune de travailler ensemble sur un objectif bien déterminé concernant les Tunisiens à l'étranger. On a mené depuis 3 ans, par le biais de l'association Moon and Stars, l'ONG Tunisia Women, et depuis l'année dernière, le collectif des Tunisiens de France unis face au corona, plusieurs actions. Donc nous, on aide par exemple ces personnes-là à distance, par le biais de cagnottes. Voilà un exemple concret. En juin 2020, on a été contacté par un collectif situé à Sfax, en Tunisie, qui avait besoin d'aide pour financer des masques. Voilà, ils avaient des problèmes pour avoir les moyens de financer tout ça. Donc nous, on a fait un partenariat avec eux, à Moon and Stars, et on leur a dit « Ok, on va faire une collecte, on va vous aider ». On a ramassé modestement 2500 €, mais quand on le multiplie en dinars tunisiens, ça fait une bonne somme. Et avec cette somme-là, eux, ils ont pu acheter des dotations là-bas. Donc on participe de façon assez régulière à des actions diverses, mais toujours en passant par un relais local.
Avec la pandémie donc, du Covid-19, on s'est mobilisé sur l'aide alimentaire. Actuellement, on est habilité par la Banque alimentaire pour la distribution. Donc tous les jeudis, on s'approvisionne à la Banque alimentaire pour faire une distribution. Actuellement, on est à 100 ou à peu près 120 familles et personnes qui viennent régulièrement pour des colis alimentaires pour les aider dans ces circonstances très difficiles pour beaucoup de citoyens. On a créé l'association Filles et Fils de la République en 2006. Cette idée-là de créer un lieu pour les anciens, pour qu'ils ne restent pas tout seuls, pour qu'ils ne meurent pas tout seuls, là, ils voient d'autres gens. Ils parlent avec d'autres gens. Il y a le lycée en face, il y a des jeunes qui viennent, il y a la vie qui continue. Et là, ça lui donne envie de raconter sa vie déjà. C'est un public oublié. Oublié. Pour nous, les vieilles, c'est comme une bibliothèque. Il ne faut pas qu'elle brûle. Le jour où elle brûle, on va tout perdre. Pour nous, c'est important cette transmission et on lutte contre l'oubli en fait, pour que justement on n'oublie pas toutes les personnes qui composent la mosaïque de la Tunisie. Et pour moi, tous ces talents, ce sont des richesses et toutes ces richesses composent la mosaïque tunisienne. J'ai l'espoir qu'il continue à soutenir les libertés, les droits et les aspirations du peuple tunisien vers la démocratie et la justice sociale. Les droits humains restent toujours, en tout cas, une valeur sûre pour l'engagement des militants, que ce soit associatifs ou politiques. Ces militants qui sont engagés parfois toute leur vie, parfois pendant 30, 40 ans ou plus, pour moi, ils suscitent beaucoup d'admiration. La culture, malheureusement, c'est toujours les parents pauvres, alors que c'est la culture qui peut tout apporter comme joie, comme vivre ensemble, comme espoir, etc. Et on a besoin vraiment de tout ça. Le message, si vous dans votre tête, vous dites « je suis français », il ne faut pas le penser seulement, il faut pratiquer ça. Pratiquer, de montrer à tout le monde. Je sais qu'il faut vous montrer 2 fois plus que les autres pour qu'on vous croie. Unissons-nous, soyons solidaires, parce que le bien que l'on se fait les uns aux autres, finalement c'est un bien-être collectif et tout le monde peut en sortir gagnant. J'espère que les jeunes qui n'ont pas connu donc cette réalité un peu entre les deux pays ne la perdent pas de vue. Bien sûr, je comprends tout à fait qu'ils vivent leur citoyenneté et vivent leur engagement dans les pays où ils sont, mais qu'ils n'oublient pas qu'ils ont un lien particulier avec peut-être le pays, peut-être de leurs parents. Il suffit d'avoir un projet et d'y croire, d'avoir un rêve et d'y croire, et on peut y arriver.